éventuellement également. Et donc tous ces défis-là donc, qui composent votre quotidien, donc en particulier par rapport à la gestion de votre pratique, l'organisation de la patientèle, le suivi des patients, la gestion des rendez-vous, la prescription et bien sûr la traçabilité de toutes ces informations médicales, avec un socle sécurisé, en phase avec la réglementation, mais aussi en phase avec votre serment et votre vocation médicale, et toujours en ayant ce sens de la responsabilité par rapport à votre noble métier. Donc, il y a des nombreux cas donc, où toutes ces activités, donc, elles sont réalisées depuis longtemps d'un point de vue manuel, avec nos notes papier, avec des post-it, des feuilles, des ordonnances, des feuilles froissées qui sauvent des vies, et bien sûr la tasse de café qui est pas loin. Donc tout ça, malgré tout, avec tous les dossiers qui s'accumulent, les tensions aussi que ça peut représenter lorsqu'il y a beaucoup de dossiers, et vu les enjeux également, il y a donc beaucoup de tensions, de stress également qui peuvent s'accumuler, sans parler du fait que pour beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup de temps qui sont passés sur du temps qui n'est pas médical, du temps administratif ou du temps de gestion. Donc ça impacte énormément en termes de suivi. Ça peut également désorganiser la pratique et impacter même la relation avec les équipes ou avec le patient. Il y a des risques. On est tous humains. Malgré tout, vous faites toujours votre métier, vous êtes un lien et un lien au niveau de la société. Et cela permet donc d'avoir donc ce contact avec votre patientèle et surtout de travailler en communauté. Donc le côté communauté, la notion de communauté qui existait bien avant le digital, mais d'ailleurs le digital, c'est les mains qui se servent. Donc bien avant le digital, numérique, la communauté, donc entre le médecin, les professionnels de santé et les patients, existait et existe toujours. Et cette communauté doit rester au niveau du digital. Elle doit se transcender. Et elle peut se transcender justement par le biais de plateformes ou de nouvelles pratiques, d'une approche écosystème. Et donc, dans ce webinaire, l'objectif, il est de voir euh, avec vous, de se challenger pour voir quelles sont les pistes, comment nous pourrions mieux organiser la patientèle, assurer un suivi médical structuré et améliorer la gestion des consultations, optimiser aussi, bien sûr, la pratique médicale et voir également donc les inputs, les retours, les remarques des professionnels de santé pour que l'outil digital et numérique serve le patient et le médecin pour assurer le mieux possible le continuum des soins. Donc là, je vais laisser la parole au professeur Quoi, que vous connaissez tous et toutes, une éminence dans la santé mentale, mais également dans la médecine globale, dans une approche intégrative et dans une approche extrêmement pédagogique. Et donc, je vous laisse entre de très bonnes mains et on va se challenger. Et l'idée, c'est de pouvoir donc proposer ensemble une vision, une perspective très concrète pour impacter le quotidien des patients et des médecins. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Hichel. Alors, rassurez-vous, je ne parlerai pas de santé mentale. Je parlerai, j'allais dire, comme un médecin, un peu comme un médecin généraliste et après comme un médecin spécialiste. Et puis, alors, je laisserai après tous les aspects du digital présenter les solutions. Moi, je vais présenter les questions de défi que M. Hichel a déjà abordées. Alors, mon intervention va porter sur essentiellement euh, quelle est la réalité aujourd'hui de la pratique du médecin, mais pas sous l'angle euh, d'un système établi, mais c'est centré sur la personne du médecin. Voilà, c'est la pratique médicale centrée sur la personne du médecin ou sur la compétence du médecin au quotidien. Et je vais partir de l'expérience de la pratique du médecin en Afrique francophone, parce que c'est l'écosystème que je maîtrise le mieux, où, en tant que médecin, je vais donner moi-même ma propre expérience, et puis au fur et à mesure,
ouvrir et certains collègues médecins vont certainement se retrouver dans ces situations. Euh, Première des choses, le contexte de pratique du médecin dans l'Afrique francophone est caractérisé au moins par trois choses. Selon qu'il est médecin, dans le secteur public ou privé, il est toujours confronté à trois situations, trois contextes de pratique. Premier élément, il est médecin d'abord pour sa famille, parce que les parents ont investi sur lui. Et donc, dès qu'il y a un problème de santé dans la famille, il y a un réflexe familial qui est naturel, c'est un retour sur investissement. Il a besoin, il a besoin de réagir. Donc, il a besoin de donner des avis médicaux pour sa propre famille. Et souvent, il est obligé de faire des ordonnances. Même s'il était venu faire une visite, on lui demande, mais est-ce que tu ne peux pas prescrire quelque chose? Est-ce que telle chose? Est-ce que telle chose? Est-ce que tu ne peux pas prescrire un bilan? Or, il n'est pas venu euh, pour une consultation. Il est venu en famille. Voilà. Il est venu manger chez une tante, une oncle. Mais dès qu'il y a un problème de santé, on oublie il est un être humain qui est venu manger, qui est venu prendre un repas avec vous, mais en même temps, rapidement, du fait qu'il soit médecin, ça le piège et c'est cette compétence médicale qui est activée de facto. Et donc, il est en situation de consultation à domicile, mais dans un contexte familial. Et souvent même, il n'y a pas de rémunération. Et puis, il ne peut pas demander de rémunération. Voilà, donc c'est une consultation gratuite parce que tout le monde investit sur ta formation médicale. Souvent même, l'oncle, c'est lui qui payait tes documents, qui payait ton transport, qui payait voilà, ta chambre d'étudiant, tout ça. Donc, il y a un retour naturel d'investissement. Mais c'est une pratique médicale qui est informelle, mais qui est réelle. Je reprends, c'est une pratique médicale qui est informelle, mais qui est réelle. Voilà, mais c'est une pratique de soins à domicile qui est faite pour le cadre familial. Mais c'est des soins à domicile. Et là, tu es obligé, d'une certaine manière, de gérer le cas de la famille, soit en présentiel ou bien même encore tu es à domicile, tu es chez toi à la maison, en famille, et puis on t'appelle du village pour te dire que tu as un oncle qui est malade, ou bien qu'il y a une tante qui est malade, ou bien il y a un grand-père qui est malade, et tu veux référer le patient vers un collègue, tu dis non, mais nous, on ne connaît personne, c'est toi qu'on connaît. Donc, par argument de confiance, on dit, mais est-ce que tu ne peux pas prescrire quelque chose? L'autre fois, tu avais prescrit un médicament, vraiment, c'était efficace. Quand tu m'as donné, j'ai pris, c'était efficace. Toi-même, en tant que médecin, tu ne te souviens plus du médicament que tu avais prescrit. Mais tu es obligé de réagir, de donner un avis médical en contexte familial, mais c'est des soins à domicile. Ça, c'est une réalité, j'allais dire, qui est structurée à ton identité de membre d'une famille. Ça, c'est le premier point. Et je veux que vous reteniez cela. Ça veut dire l'existence d'avis à donner ou bien des pratiques de soins à domicile, mais dans un cadre familial et non rémunéré. Non rémunéré et tu es obligé de faire le suivi de ce patient parce que vous êtes affectivement lié, vous êtes familièrement lié et tu es obligé de montrer que tu es un médecin crédible. Et derrière, tu es obligé de sécuriser ta pratique. Mais en même temps, le gros souci, c'est que tu n'es pas venu avec des outils comme si tu es en consultation médicale classique avec un tensiomètre, avec telle chose. Et quand même tu viens avec, peut-être tu n'as pas prévu une ordonnance ou bien tu n'es pas dans les conditions optimales de pratique, mais tu es obligé de pratiquer parce que tu donnes des avis et parce que tu vas faire une ordonnance et souvent tu n'as pas d'ordonnance. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de demander un stylo et puis une feuille blanche et puis
j'ai fait une ordonnance sans cacher. J'ai mis mon numéro d'ordre de médecin. Voilà, je vous dis tout ça parce que tu es en contexte familial, on attend de toi bon, une réponse où tu es obligé d'agir. Et souvent, tu es en contact avec le pharmacien qui va délivrer le médicament et qui va t'appeler pour te dire, mais il y a tel médicament que tu as prescrit, est-ce que c'est ça? Et tu cherches l'équivalent. Donc, tu trouves un deal et puis tu rassures le pharmacien que effectivement c'est toi qui as prescrit et que tu engages ta responsabilité. Ça, c'est le premier contexte. Le deuxième contexte, c'est le contexte toujours des soins à domicile où tu peux être fonctionnaire ou bien tu peux être dans le secteur privé, mais tu as une activité parallèle privée personnelle qui n'est pas connue de tous, qui n'est pas connue de l'hôpital, qui n'est pas connue de la clinique privée où tu es contractuel, mais tu as une activité, entre guillemets, privée, libérale, centrée sur ta personne et centrée sur tes compétences. Alors, je donne tous ces détails parce que je suis réaliste, j'ai vu beaucoup de choses, moi-même j'ai beaucoup pratiqué. Et souvent, on a des pratiques en tant que médecin où on ne veut pas que, j'allais dire, l'institution médicale classique, la clinique ou l'hôpital, sache que j'ai un portefeuille de gestion de patients. En guillemets, c'est un gombo personnel. Ça, c'est une expression en Côte d'Ivoire. C'est mon business de pratique médicale personnelle. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième situation. Et là encore, très souvent, ça engage ta compétence, ça engage ta responsabilité. Tu poses des actes, tu prescris des ordonnances et tu n'as pas envie de mettre l'étiquette ou bien l'entête de la clinique parce que ce n'est pas une activité de la clinique. Et pour tout ça, mais en même temps, tu as besoin de pratiquer ton art dans un contexte privé. Voilà, mais centré sur ta compétence. Le troisième niveau, c'est l'activité du médecin dans le secteur privé, soit dans une clinique ou bien dans un hôpital public, où le médecin, au fur et à mesure de sa constance, de son expertise, développe un capital de confiance. Et en développant ce capital de confiance, il va développer un portefeuille, en guillemets, de clients, de patientèle, qui fait qu'à un certain moment, lorsque les gens viennent à la clinique, ils viennent pour toi. Ils ne viennent pas pour la clinique. Ils viennent pour le médecin, ils ne viennent pas pour la clinique. Et lorsque le médecin n'est pas là, ils vont dire non, j'attends quand il viendra pour que je me fasse consulter. Et quand bien même tu es de repos, tu es en voyage, tu es en vacances, ils vont t'appeler sur le téléphone parce qu'il y a une relation de confiance qui est née et qui fait qu'à un certain moment, tu peux donner, tu es amené dans certaines circonstances à donner des avis médicaux au téléphone, à faire peut-être des renouvellements d'ordonnances au téléphone. Alors, je donne tous ces exemples pour montrer que c'est une des réalités des médecins au quotidien. C'est trois niveaux. C'est une des réalités des médecins au quotidien. Selon que tu viens d'une famille, on va t'attraper là pour que tu exerces. Selon que tu as ton activité privée, que tu ne veux pas que quelqu'un sache, là, tu es obligé de t'organiser. Ou selon que tu as développé une expertise, une réputation, un capital de confiance de patientèle qui fait qu'à un certain moment, c'est ta personne qui déclenche tout le réseau de patients qui t'attendent, qui ont besoin de ton avis, qui ont besoin de... Et donc, c'est une pratique médicale personnalisée. C'est ce qui fait qu'avant, la pratique médicale était érigée comme la pratique juridique d'un avocat. Dans beaucoup, quand vous voyez les États-Unis, vous voyez l'Angleterre,
On dit c'est le cabinet de tel médecin. Parce qu'il y a un capital de confiance. Et deuxièmement, pour hériter de son cabinet lorsqu'il décède, il fait tout pour avoir un fils ou bien une fille pour lui succéder, pour gérer le capital de confiance de la famille, parce que c'est un patrimoine. Et vous voyez souvent, on va dire clinique du docteur Yemen Hichem, parce que c'est lié à sa personne. C'est son identité propre, c'est le capital de sympathie, de confiance et son expertise qui font qu'à un certain moment, il a un écosystème ou une patientèle de clients de père en fils ou en fille, de génération en génération, qui fait qu'on dit non, c'est tel médecin qui a suivi mon fils, qui a suivi mon arrière-grand-père, qui a suivi telle chose de telle chose. Donc, c'est une pratique personnalisée. Alors, pour ces trois contextes, ça va soulever naturellement des défis majeurs. Des défis en termes d'organisation entre la vie personnelle du médecin, sa vie professionnelle et sa vie, j'allais dire, familiale, associative, où il a besoin d'organiser tout ça. Parce que c'est un piège. Dès que tu dis que tu es médecin, sur le plan anthropologique, dans la société, on te met à un niveau. Tu n'es plus comme les autres. Et donc, naturellement, on va attendre de toi d'être toujours opérationnel. On attend d'un médecin qu'il soit toujours opérationnel. On ne cherche pas à savoir que lui-même, il est fatigué ou bien non. On attend de lui, quand on appelle, on dit naturellement, un médecin, il est en bonne santé. Oh, c'est pas du tout évident. Voilà. Et donc, ça nécessite une organisation de tout cet écosystème qu'on a créé du fait de notre identité personnelle de médecin. Une organisation de tout cela, du niveau des soins à domicile de type personnel familial, des soins à domicile privé et des consultations dans une clinique ou bien dans un hôpital public. Et souvent, il y a certains médecins qui sont à la fois à cheval sur des consultations dans le privé et dans les consultations dans le privé public. Ils ont besoin de se retrouver dans tout ça. Et donc, il faut s'organiser. Pourquoi? Il faut s'organiser parce que l'un des enjeux aujourd'hui dans le monde qui évolue, c'est la question de la responsabilité médicale individuelle. Le médecin est de plus en plus responsable de ses actes et donc il a besoin de protéger tous les actes qu'il pose. Il doit répondre par lui-même. C'est vrai qu'il est en conseil, il est dans le conseil de l'ordre, mais il doit défendre et il doit crédibiliser ou protéger les actes qu'il pose, les avis qu'il émet et le suivi de patients qu'il conduit. Donc, une affaire, l'organisation, derrière l'organisation, il y a la responsabilité personnelle du médecin qui est engagé. Je ne dis même pas de la clinique privée, publique, mais il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Il y a la responsabilité personnelle et de plus en plus, les familles, des associations, les patients ont un niveau de culture médicale et de pouvoir d'agir sur leur vie qui fait qu'à un certain moment, il y a certaines choses qu'on tolérait il y a 20 ans ou 10 ans qu'on ne peut plus tolérer. Et à un certain moment, les personnes qui sont utilisateurs des services du médecin attendent de lui un niveau de compétence et moins d'erreurs. De plus en plus, on ne supporte plus des fautes médicales ou même s'il n'y a pas de faute, on cherche, on questionne sur la question de l'existence probable de fautes ou d'erreurs médicales. Et donc, vous comprenez que s'il n'y a pas une organisation stricte du médecin, s'il n'a pas, il n'est pas bien organisé, s'il n'a pas, entre guillemets, une mémoire parallèle à sa mémoire biologique, il risque de faire des erreurs. Parce qu'à un certain moment, il ne peut jamais se souvenir du nombre de coups de fil qu'il a passé ou il a donné des avis. C'est impossible. Par sa seule mémoire, il ne peut pas. Il ne peut jamais se souvenir du nombre de patients qu'il a eu dans ses consultations privées.
Il ne peut jamais se souvenir du nombre de patients qu'il a eu à la fois dans le mois en consultation publique et en consultation privée. C'est impossible. À moins qu'il ait un cerveau, une santé terrible de faire, mais malheureusement, beaucoup de médecins sont en épuisement professionnel parce qu'ils sont tellement dans le gombo professionnel qu'ils oublient de prendre soin d'eux-mêmes. Et à force d'être surchargés sur le plan cognitif, ils vont poser beaucoup d'erreurs, ils vont se tromper de patient. Et un patient peut appeler à 23 heures, il va dire, ah oui, mais docteur, vous m'avez prescrit tel médicament, mais il s'appuie sur quoi pour vérifier qu'effectivement, on parle du même patient. Donc, sa mémoire est faite pour lui-même, pour son bien-être, mais sa mémoire peut lui jouer des tours. Et malheureusement, compter seulement sur sa mémoire va lui jouer beaucoup de tours et il va faire beaucoup d'erreurs parce que épuisé. C'est un être humain, ce n'est pas une machine. Alors, le troisième point, après la question de la responsabilité et qui découle de la responsabilité, c'est de sécuriser tout cette logique de pratique où cet écosystème de pratique est centré sur l'expertise du médecin. Il a besoin de sécuriser, il a besoin de mémoriser, il a besoin de garder, il a besoin de documenter, il a besoin de traçabilité. Donc, pour éviter des doublons, des erreurs X, Y, Z. Mais c'est centré sur sa personne. Le troisième point qui m'intéresse, c'est la question de la rentabilité de tout cela. Alors, de plus en plus, les médecins commencent à devenir des entrepreneurs de santé. Je préfère dire ce mot. Ça veut dire aujourd'hui, le médecin est lui-même, c'est un peu comme un avocat. L'avocat, l'entreprise est liée à son identité, à sa signature. Et tout ce que je viens de vous montrer, au fur et à mesure, on va vers une médecine personnalisée. Donc, on va vers une pratique médicale personnalisée. Et donc, au fur et à mesure, c'est la signature du médecin. Et donc, c'est le nom du médecin, sa signature, sa marque déposée devient une entreprise. Qu'il le veut ou pas. Soit ce sera une entreprise qui va développer un modèle économique pour rentabiliser, ou bien ça sera une entreprise qui va être humanitaire, il va soigner tout le monde dans le village, tout le monde dans le quartier. Il va être un médecin humanitaire avec une logique d'économie humanitaire et une retraite humanitaire. Mais je ne crois pas, et quand je regarde aujourd'hui le changement démographique de la population de médecins, de plus en plus, on a des médecins jeunes. On a des médecins qui vont vite. Il y a des médecins qui veulent être épanouis. Il y a des médecins qui veulent être heureux. Il y a des médecins qui ne veulent pas être des médecins tristes. Il y a des médecins qui, voilà, qui ont besoin de vivre de leur art, de leur pratique, qui ont besoin d'être épanouis. Parce que quand on dit, mais un médecin qui prend, il y a un transport commun, on le regarde, on dit, ah, docteur, mais docteur, tu ne dois pas prendre moto comme nous, tu ne dois pas prendre un taxi comme nous, tu ne dois pas habiter dans un quartier de trucs. Voilà. Donc, il y a un niveau d'exigence qui est lié au fait qu'il soit médecin. Donc, il ne peut plus s'asseoir dans un restaurant comme tout le monde. Il ne peut plus aller s'asseoir dans un bar comme tout le monde. Il ne peut plus s'asseoir dans un coin pour prendre un verre comme tout le monde. Il est obligé de réfléchir parce que sur le plan anthropologique, je vous ai dit, il y a des corps de métier. Il y a 3 corps de métier de la société qui sont érigés comme des métiers sacrés. Il y a le corps des avocats, dans le monde des juristes, il y a le corps médical et puis il y a le corps religieux. Ces 3 types d'autorité, après eux, on dit c'est Dieu. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait que le médecin, aujourd'hui, surtout
il est devenu de plus en plus jeune. Il n'a plus les faveurs des anciens médecins qui bénéficiaient des allocations, des avantages de l'État ou des États en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le médecin, il doit se débrouiller. Et dans cet écosystème, naturellement, ce que je vois émerger, c'est que beaucoup de médecins deviennent des entrepreneurs, mais c'est des entreprises centrées sur eux. Il y a certains qui vont avoir des cliniques, il y a d'autres qui vont être en pratique libérale, pour donc travailler pour d'autres personnes. Il y a d'autres qui sont dans le secteur public. Il y a d'autres qui ont des soins à domicile. Vous voyez, il y a un paysage qui est polymorphe, mais derrière tout ça, vous allez vous rendre compte que si vous interrogez bien les médecins, ils veulent être des entrepreneurs où leur expertise doit être monnayée. Voilà, je préfère dire ça. Donc, je parle de la question de la rentabilité financière. Moi, je n'ai aucun problème en tant que médecin de parler d'argent parce que euh, mieux vaut dire les choses que de faire des détournements inutiles. Voilà. Et comme on ne dit pas les choses, vous voyez souvent, il y a des médecins qui vont discuter des tarifs avec les malades, de consultations, de bilans, d'opérations. Voilà. Mais parce que justement, c'est la démarche d'un entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui discute le prix des denrées alimentaires. C'est le vendeur qui est dans la négociation. Normalement, un médecin qui est épanoui et que le système est mis en place, il ne doit pas se poser ce type de questions. S'il se pose ce type de questions, ça veut dire quelque part, il ne se sent pas en sécurité financièrement. Et si vous voyez un médecin qui, j'allais dire, qui est plus du privé, du public, des consultations, qui consulte dans 10 cliniques, ça veut dire que c'est quelqu'un qui recherche, j'allais dire, stabilité financière et peut-être de la mauvaise manière. Je vais dire ça comme ça. Et souvent même au prix de sa santé. Au prix de sa santé. Au prix de l'équilibre de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle. Alors, quand j'ai fini de dire cela, vous voyez très bien que ces trois pieds ou ces trois éléments nous amènent à dire comment aider le médecin à organiser sa pratique qui est centrée sur lui-même, comment sécuriser le suivi de ses patients ou de sa patientèle à cause de la question de sa responsabilité médicale personnelle qui est engagée. Et troisième élément, comment faire de telle sorte qu'on passe d'une expertise, d'une pratique médicale personnalisée, centrée, à ce qu'à un certain moment, il puisse vivre de son art. Donc, c'est la question de la rentabilité financière, j'allais dire légitime, surtout pour des jeunes médecins. Et la question qui nous réunit aujourd'hui, c'est pour ces trois points, est-ce que le digital a une réponse à cela? Parce que si vous voulez parler à des médecins que vous ne touchez pas ces trois points, il va dire, bon, vous finissez de parler de vos affaires, il vous regarde, il va dire, ben, dans tout ce que vous faites là, moi, je gagne quoi? Celui qui ne comprend pas, il va être choqué, mais il est en train de vous dire la réalité existentielle de sa vie. Il va dire, bon, vous avez dit tout ça, vous venez des solutions. Bon, oui, ça, vous avez fait pour le directeur, vous avez fait ça pour la clinique, vous avez fait ça pour tel programme. Moi, en tant que médecin, à titre personnel, qu'est-ce que je gagne? Et c'est une question qui est fondamentale et il me semble que ce que vous voulez proposer pourrait être à la lumière de ce que j'ai dit et de ce que certainement les médecins ici présents, non médecins, vont dire de ce qui peut être une solution pour le mieux-être à la fois du médecin, pour la sécurisation, la sécurité de nos systèmes de santé et puis pour, j'allais dire, la performance de tout l'écosystème de santé en Afrique. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour ce quoi. C'était passionnant, passionnant, très challengeant, inspirant et en même temps, euh, ça montre. Vous avez parlé des trois dimensions du médecin et de ces, en fait, de ces trois avatars presque. Donc vous avez celui qui est dans l'hôpital public, celui qui est dans la clinique privée, celui qui est qui est entrepreneur santé entre guillemets. Et pourtant c'est la même personne. C'est ça, Qui a les mêmes factures à payer, c'est ça, voilà, qui a la même famille, etc., les mêmes enjeux, etc. Mais en même temps, il y a des clés de lecture et d'expression qui sont pas les mêmes. Et souvent, les systèmes et les écosystèmes ne sont, ou en tout cas les codes, ne sont pas adaptés. Et derrière, donc il y a des frictions, il y a un manque. En technologie, on parle beaucoup d'interopérabilité. Ben, il n'y a pas de c'est ça, communication entre le professeur quoi entre guillemets, de la clinique privée, le professeur c'est quoi de ça, l'hôpital public, ou le professeur c'est quoi ça, d'entrepreneur santé. Lui-même, il est c'est géré ça, de lui-même. Et, et c'est vrai que là, il peut y avoir une continuité entre sa pratique de santé, son business et la gestion de tout ça avec des outils. Bien entendu, il faut que tout ça soit dans un cadre légal, etc. c'est ça, Mais il y a véritablement des outils qui peuvent, des passeports, entre guillemets, qui nous permettent de traverser les frontières. Les c'est ça, frontières du professeur quoi, de la clinique privée vers l'hôpital public. Ou de l'hôpital c'est public, ça, il va prendre le taxi, mais il va passer par une douane, mais la douane, il a le passeport pour aller en tant qu'entrepreneur santé. Et, c'est euh, ça, et surtout, à la finale, l'idée, c'est que, à terme, c'est que de transcender tout ça pour que justement, professeur quoi, bah, ça soit des couleurs en réalité, ces dimensions-là. c'est La ça, dimension publique-privée, la dimension privée-privée, tout ça, ce sont des couleurs qui le composent, mais que le patient, en fait, lui, il vient, c'est très clair. À partir du moment où l'écosystème, il y a un modèle économique, bah, vous êtes capable d'avoir le côté humanitaire, le côté facilitateur de c'est santé, ça, le côté aussi communicant, aussi le lien de confiance et de c'est jouer ça, votre rôle et de pas avoir des petits calculs parce que bah vous aussi vous avez des choses à vous avez des responsabilités et c'est ça le médecin. C'est ce qui fait que dans certains de nos pays, moi je suis algérien, dans les pays du Maghreb, vous avez des médecins qui sont délégués commerciaux. Ils vendent des équipements, ils font plus de médecine c'est ça, parce que ils c'est gagnent ça, mieux, ils gagnent plus. c'est ça, C'est pas plus parce que c'est des gens qui sont de le côté mercantile. C'est simplement que dans la pratique, ils sont dans une frustration telle qu'ils sont amenés à faire ça. Bien sûr qu'ils c'est ça, aimeraient gagner, s'ils gagnent, ne serait-ce qu'ils s'approchent du salaire qu'ils ont comme délégué commercial en tant que médecin, ils resteraient médecins. c'est ça, c'est Mais ça, là, avec les nouvelles approches, il y a la possibilité d'aller plus loin que ça. C'est de non seulement gagner autant, mais de gagner plus. Parce que là, à la finale, vous êtes dans une position en tant que médecin où vous faites trois métiers, mais vous gagnez une fois. Vous avez un c'est salaire. ça, c'est ça justement, Alors qu'on est dans un modèle où déjà, si on arrive à faire 2 sur 3 en termes de revenus, c'est bien. On gagne déjà un c'est plus. ça, Mais en plus, en fonctionnant en écosystème et en communauté, on parlait des communautés au début, communauté, écosystème, etc. Bah là, il peut y avoir aussi des incitations. Et là, on va en parler. Là, si vous me permettez, je vais partager mon écran. On va aller sur la plateforme qu'on va vous présenter, humblement. Et on attend avec impatience et beaucoup d'intérêt donc vos retours. C'est que parmi les choses qu'on peut développer, c'est c'est de donner des incitations également. C'est-à-dire que lorsque le patient, le médecin, il est en train de suivre ses différents dossiers, ben, il peut y avoir un système qui permet de donner des points. Ces points-là peuvent donner avec des certains. Si on fonctionne en écosystème, en adhérant d'autres acteurs de la santé, des opérateurs, tout ce qui est des acteurs de la pharma, des acteurs de la santé publique, des acteurs data, on peut en ressortir avec. Je vais pas rentrer dans la technique, c'est pas le plus important. Avec l'approche blockchain, on peut donner une sorte de token. C'est comme une carte de fidélité.
Et ce token-là peut donner des incentives, des incitations pour les médecins qui vont, qui vont avoir un certain nombre d'actes, qui vont avoir un certain nombre de pratiques, etc. Et ils vont être récompensés par la communauté. C'est-à-dire que non seulement plus le token, plus la communauté va être dynamique, plus le token va avoir de la valeur, donc ça, c'est une première chose. Mais également, les gens qui auront une application, que ce soit des médecins ou des membres de la communauté qui ne sont pas médecins, ils pourront, eux, faire des dons à la communauté pour encourager les bonnes pratiques dans l'écosystème. Et ça va donner de la valeur à la communauté, à ce token-là, qui va être une incitation complémentaire en termes de revenus, mais également en termes de communication entre les différentes parties prenantes de la dite communauté. Là, je vais vous partager mon écran pour la plateforme. Ça, c'était juste une parenthèse. Euh, tac, voilà. C'était une parenthèse sur la partie incitation, parce que c'est vrai que sur cette partie-là, on est dans une pratique où on doit absolument euh, avoir cette logique de modèle économique. Le côté modèle économique, c'est pas être près de ses sous. Le modèle économique, c'est être responsable. Parce que on peut avoir beaucoup vous avez vos rêves, vous avez il y a les valeurs et tout ça, ça va beaucoup, c'est extrêmement important, mais elles doivent s'appuyer aussi sur un modèle d'économie qui est en réalité un modèle d'expression de son art. Si on est en train de regarder comment on va s'en sortir à la fin du mois, au niveau de l'art, l'art est en danger. Bien sûr, ça nous permet de l'éprouver, etc. Mais si en plus on arrive à explorer avec une aisance et à commencer à développer des facilités, on sera d'autant plus facilité pour exprimer ces différents talents. Donc l'approche dont on a parlé on a parlé de communauté, vous avez parlé de famille, communauté, écosystème, tout ça, en termes de technologie, si on doit le matérialiser, on va parler de plateforme. Plateforme écosystème. Donc une plateforme va réunir différentes composantes, différentes parties prenantes et de vos préoccupations, de vos objectifs. Donc là, je vais rapidement, vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou des remarques. Donc là, vous avez sur la gauche le déroulé, les onglets qui composent la plateforme. Donc le tableau de bord qui vous permet donc de vous retrouver, d'aller directement là, là où vous voulez aller, donc par rapport à la gestion de vos rendez-vous, la gestion de des ordonnances, ou c'est même directement pour certains patients, ou bien les consultations. Vous avez également au niveau des chiffres certains types de rendez-vous qui peuvent vous permettre donc justement voir où vous en êtes et voir s'il y a des rushs ou des choses à prévoir en termes de gestion. Ça peut être aussi le cas pour des médecins, mais également pour des médecins qui gèrent leur propre cabinet. Vous avez bien sûr ici sur la gauche, vous avez bon, là, les informations typiques de connexion, surtout le profil médecin. Donc là, vous cliquez dessus, vous avez votre profil, donc voilà, nom, prénom, etc., l'hôpital. Mais là aussi, c'est pareil. On va pouvoir décomposer vos différentes dimensions. Et ça sera à vous de le faire, au niveau de vos couleurs, entre guillemets. Et bien sûr, le contact et les différentes actions qui peuvent être menées avec des petits onglets. Les consultations, donc vous avez la consultation générale ou l'historique des consultations. Là-dessus, vous avez justement sous forme de tableau une organisation et un triage des consultations, avec bien sûr les documents en pièce jointe. Donc vous avez aussi le statut. Donc voilà, validé, en attente du médecin, verrouillé ou annulé. Très important d'avoir ces quatre, parce que annuler, ça ne veut pas dire effacer. Parce qu'il est possible que vous ayez besoin de vérifier si certains types de patients ont annulé s'il y a eu des problématiques. Ça permet en termes de gestion, ça peut être assez important, assez intéressant. Pareillement en termes de travail de données. Parce qu'il est peut-être possible et peut-être intéressant pour vous de travailler sur ces bases de données-là pour voir quel type de profil ou quel type de comportement sont en cours au niveau de pour certains types de patients. Ça vous permettra d'être encore plus efficace pour eux, mais aussi pour vous. Donc là, vous avez vu bien sûr les spécialités, etc., les références. Pour ce qui est des patients, donc vous avez vos patients, bien sûr.
et vous pouvez bien sûr créer un nouveau fichier patient avec un nouveau patient, etc. Et voir le type de suivi. Idem, vous avez donc les différentes actions que vous pouvez réaliser. Et là-dessus, en cliquant dessus, vous pouvez donc avoir accès donc, au compte de la personne. Bien sûr, vous y avez accès parce que vous êtes le médecin référent. D'autres ne l'auront pas. Il y a des niveaux d'administration qui sont sécurisés et en phase avec la réglementation en vigueur. Donc là, vous avez les différentes caractéristiques qui sont renseignées dans un compte type. Donc bien sûr l'identifiant, donc c'est le nom, le prénom. Là aussi, c'est pareil. C'est des choses que on peut au cas par cas pouvoir anonymiser pour pouvoir accéder uniquement aux données médicales. Ça, je parle de ça uniquement sur des données qui seraient travaillées en équipe, en écosystème pour pouvoir valoriser les données, dans un souci d'études cliniques par exemple, ou dans un appel à projet, etc. Où là, vous allez randomiser des données, on va les synthétiser pour pouvoir avoir à viser d'études cliniques ou à viser de recherche ou de partenariat, mais en sécurisant, garantissant l'anonymat du patient, mais en ayant des données pertinentes au niveau donc, du groupe sanguin, par exemple, du statut, etc. Mais là encore, on peut aller encore beaucoup plus loin au niveau bien sûr du cas médical. Bien sûr, vous avez le numéro de CMU, etc. Là, directement, bien sûr, on repart sur les rendez-vous pour avoir une visibilité là-dessus. Donc, vous pouvez enclencher un nouveau rendez-vous, vous pouvez rechercher un rendez-vous ou avoir la liste directement des rendez-vous, donc avec des codes couleurs qui correspondent à des statuts de rendez-vous. Et ça peut vous permettre ainsi de mieux vous organiser. Pareillement, là, si vous avez un cabinet privé ou même dans la gestion d'une clinique privée, ça facilite énormément donc la gestion et la coordination entre les équipes ou même la gestion du bloc. Donc là, moi, je vais revenir sur le tableau de bord qui est comme le tableau de bord de la voiture ou du téléphone portable ou de l'ordinateur qui vous permet vraiment de piloter l'ensemble de votre activité, en tout cas au niveau de la gestion digitale. Et ça permet aussi d'avoir une visibilité qui est en temps réel. L'autre élément aussi qui est important, c'est la numérisation des données, donc les ordonnances. À passer aux ordonnances numériques, donc justement, ça va vous permettre d'intégrer ça et de pouvoir d'autant plus facilement gérer votre patientèle et pouvoir donc d'autant plus être efficace et gagner en temps et ne plus perdre autant de temps sur la gestion au quotidien avec la gestion entre guillemets classique des rendez-vous. Quelle que soit la méthodologie, bien sûr, il y a des méthodologies qui sont extrêmement efficaces parce qu'elles ont été éprouvées par le terrain et l'opérationnel. Mais en prenant la main sur cet outil-là, qui deviendra le vôtre, vous allez faire la même chose qu'avec votre cabinet, avec vos astuces techniques et administratives pour pouvoir gérer au mieux votre cabinet. Mais en faisant la même chose avec le digital, vous serez encore beaucoup plus efficace à ce niveau-là. Parce que là, c'est pareil. Cette plateforme-là, elle est pour les médecins, elle est accompagnée par de la formation pour que la plateforme devienne votre plateforme et qu'à la finale, elle soit un réel game changer au niveau de votre pratique au quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez la question, parce que là-dessus, comme le professeur Poel l'a dit à très juste titre, la question de l'argent n'est pas une question taboue. Donc c'est une offre qui est à partir de 10 000 francs CFA par mois pour avoir donc justement accès à la plateforme, accès aussi bien sûr à l'accompagnement et à la mise à jour de la plateforme parce qu'elle est continuellement mise à jour. Il y a une nouvelles actualités qui peuvent y avoir au niveau des tendances en termes de pratique parce que là-dessus, justement, on fonctionne en écosystème et c'est ce qui permet de pouvoir justement challenger et de permettre de toujours passer, de toujours évoluer, de progresser au niveau des outils qu'on utilise, au niveau des pratiques qu'on peut expérimenter et aussi au niveau des retours de votre art euh, au quotidien pour pouvoir justement apporter un plus aux patients, mais aussi
bien sûr, à votre écosystème. Et je vais revenir sur ce que disait tout à l'heure, parce qu'il l'a dit à plusieurs reprises, professeur Quoi, votre art. Il y a quelques années, j'avais accompagné l'atelier projet du premier DU de télémédecine en Afrique, c'était au Maroc. Il y avait 27 médecins, et 24 médecins et 3 pharmaciens, et la directrice d'une fondation, la Fondation Saham. Et donc, j'avais splitté en 3 ateliers, mais j'avais avant ça envoyé un questionnaire avec pas mal de questions. Il y a une question qui était importante pour moi, c'était, est-ce que pour vous, la pratique de la médecine est un art, ou est une science ou un art? Et la totalité m'a écrit les deux. Et ça, la question m'est venue parce que j'ai un ami qui travaille dans les statistiques, qui n'est pas du tout dans le médecin, mais qui est statisticien dans l'informatique pour des acteurs de la santé, et qui travaille beaucoup, 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 beaucoup avec les médecins, et qui me disait que pour lui, plus je discute avec les médecins, moins je les vois comme des scientifiques et plus comme des artistes. Parce qu'ils sont dans, ils font des, ils sont dans des interprétations de diagnostic, ils prennent des risques, et ils ont une responsabilité énorme. Il y a vraiment un côté artistique pour moi. Je dis bien sûr c'est scientifique, mais pour moi l'art prévaut sur la science, presque. Et le presque en fait c'est un mot qu'on peut enlever ou pas, mais c'est vous qui le savez beaucoup mieux que moi. Et justement ce côté-là, en automatisant certaines tâches, ça peut permettre de gagner énormément de temps et que votre temps soit sur du temps utile, sur le temps médical et sur le temps patient, qui n'est pas toujours que le temps médical. Alors, je vois une question dans le chat Oui, sur sur la question de éthique. Et effectivement, ce dont je parle, c'est, je regarde, voilà, beaucoup, mais si elle n'est pas bien encadrée. Oui, justement, la question d'encadrement, il y a l'encadrement déontologique de la pratique, mais l'encadrement, l'outil digital peut être un outil d'encadrement de la pratique qui nous permet de totalement, savoir est-ce que c'est totalement, fait dans les règles de l'art. totalement, totalement, totalement. Voilà. Est-ce C'est que c'est fait crucial. dans les règles de l'art? Donc, ça permet à un certain moment, au contraire, de restructurer l'activité du médecin. Aujourd'hui, je pose des questions à des médecins qui sont dans la plateforme pour leur demander, est-ce qu'ils ont des bases de données de tous les appels téléphoniques, les avis médicaux qu'ils ont donnés au téléphone? Est-ce qu'ils ont tous les ordonnances, entre guillemets, qu'ils ont, ou bien les orientations avec les liens avec une pharmacie du privé ou du public pour donner des avis techniques? Est-ce qu'ils ont cet historique? Deuxième des choses, est-ce qu'ils ont l'historique de toutes les ordonnances qu'ils ont prescrites à titre personnel? Je ne suis pas sûr que on n'a pas ces historiques. Mais il peut avoir des problèmes, j'allais dire des problématiques au médico-légales qui vont survenir dans 5 ans pour dire, il y a un patient qui va se plaindre pour dire, mais c'est tel médecin qui a prescrit. Peut-être qu'il s'est trompé de médecin, mais c'est votre nom qui est dans sa tête. Mais si vous n'avez pas l'historique des ordonnances, vous êtes coincé et Oui, oui. puis l'ordre de médecin va dire, mais de toute façon, lui-même, il aimait faire Bah, des pratiques médicales un peu louches et puis vous êtes piégé. Or, le fait d'avoir vos bases de données va vous permettre à un certain moment de ne pas faire beaucoup d'erreurs. c'est ça. Je vais répondre, c'est Voilà. très important. Cette remarque, qui est plus qu'une question, hein, c'est une remarque qui est très pertinente. La partie éthique est cruciale. C'est pour ça que la plateforme, elle est pensée ethics, enfin, ethics by design, donc éthique dès la conception. Mais ça, c'est que du blabla. Dans la pratique, c'est en termes de sécurité informatique, on part sur un socle méthodologique ISO 27001. Et en termes d'éthique, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la partie données, euh, c'est vraiment donc les données qui sont accessibles avec les noms et prénoms, c'est seulement ceux qui ont été autorisés par le patient avec son médecin référent. Seul le médecin référent a accès à ce niveau d'administration-là. S'il y a des collaborations, d'être la télé-expertise et autres, seulement les informations pertinentes pour le cas de telle expertise et autres seront transmises. Tout ça, ce sont, en termes de bonnes pratiques, en termes d'éthique de la donnée, etc., c'est un cadre qui a à mettre en place dès le départ au niveau de la plateforme. Et, et avec la plateforme, il est plus aisé, entre guillemets, d'encadrer ce type de pratique. Et surtout, comme vous l'avez dit, d'avoir la traçabilité des éléments et un horodatage des ordonnances. C'est d'où de l'importance que je disais tout à l'heure de la numérisation des ordonnances.
À partir du moment où on va numériser les documents, on va avoir, et qui vont être enregistrés à une certaine date, à une certaine heure. Pareillement, là-dessus aussi, ça peut être transféré en termes de blockchain. Donc, c'est totalement horodaté, donc heure, jour, etc. Et avec un système tout simplement de QR code de pouvoir donc d'avoir un identifiant unique par document. Donc ça, ce sont des éléments qui vont pouvoir justement assurer que le droit des données personnelles du patient est sécurisé et de deux, d'encadrer l'interopérabilité ou la communication entre experts, entre médecins et de pouvoir donc justement comment dire, faire communiquer donc ces données médicales de manière pertinente pour le patient et le médecin, mais en phase avec les meilleures pratiques éthiques. Et c'est plus aisé de le faire avec un framework, avec un cadre architectural au niveau d'une plateforme digitale que sans, entre guillemets. Euh, Puisque derrière, on va vraiment avoir un système d'horodatage, etc. Après, ce qui est important aussi, c'est de devoir avoir toujours beaucoup de vigilance là-dessus et de le documenter. Donc, il y a bien sûr une charte éthique sur le sujet, une gouvernance éthique des données. Et là-dessus, c'est des choses qui sont discutées à la fois avec les professionnels de santé qui adhèrent, mais également avec la patientèle ou les associations de patients, patients experts, entre guillemets, qui vont faire leur retour en termes de bonnes pratiques. Bien sûr, le tout étant encadré par ce qui est régulé au niveau du pays. Mais c'est un sujet qui est majeur, l'éthique au niveau des données. Pareillement, lorsqu'on intègre, en intégrant des nouveaux modules technologiques, on s'assurera qu'ils ont une dimension éthique confirmée et validée pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas de backdoor, etc., qui peuvent poser ce type de problématiques. On a eu beaucoup d'exemples au niveau international à ce sujet. Donc, on va y aller dimension par dimension, strate par strate, pour pouvoir justement assurer la dimension éthique au niveau des données de santé. Alors, merci, Hichem. Mm. Aujourd'hui, en fait, je n'ai pas voulu parler parce qu'il y avait deux personnes pour pouvoir intervenir sur cette thématique. Et je pense que ça nous a été demandé parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont demandé comment est-ce que, quelles étaient les opportunités pour le professionnel de santé. Donc, on a voulu juste une heure, pas beaucoup, parce qu'on est en plein temps de jeûne, plein temps de carême. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas très long. En vrai, c'est pour montrer que comme cette plateforme, il y a des plateformes qui vont permettre aux professionnels de santé de pouvoir en même temps gérer sa patientèle, mais en même temps gérer une certaine optimisation et une certaine autonomie aussi financière. Parce que comme il le disait tout à l'heure, vous avez des plateformes où vous allez avoir pouvoir consulter, gérer votre propre patientèle, avoir l'historique des patients, générer des rendez-vous. Et je pense que ce qui n'a pas été mentionné, c'est que par exemple, pour des rendez-vous, il y a des notifications qui sont reçues. À minima 3. Quand le rendez-vous est envoyé, donc il y a une confirmation. Quand le rendez-vous 24 heures avant et 1 heure avant. Donc à minima. Après, il y a d'autres options où on peut mettre des rendez-vous autant qu'on veut. Donc, avec une signature intégrée, le numéro d'ordre, parce qu'après, justement, il faut respecter tout ce qui est réglementation. Donc, chaque médecin qui s'enregistre, il y a son numéro d'ordre pour ceux qui ont des professions qui demandent l'autorisation de l'ADEPS. Donc, il y a le numéro d'exercice comme pour les psychologues et autres. Donc, vraiment, c'est en conformité avec tout ce que nous dit les différentes réglementations en vigueur dans la pratique. Donc, c'est sur ça que moi, je vais vous laisser. C'était vraiment aujourd'hui ce sur quoi on devait échanger. On aura d'autres prochains échanges. À cause du temps de jeûne, on n'a pas voulu très long. On peut continuer un peu plus tard, peut-être pour ceux qui en ont besoin, rentrer dans, partager des contacts, mais on est tous dans le groupe, on pourra vraiment continuer les échanges pour voir comment est-ce qu'on pourrait aller. Après, on pourra également, pour ceux qui veulent tester gratuitement pendant 1 mois, il y a cette possibilité-là justement de pouvoir tester l'environnement pendant 1 mois. C'est assez sécurisé, il ne faut vraiment pas avoir peur. Il y a toute la réglementation derrière, on peut vous donner les accès. Créez vos accès et puis vous allez pouvoir tester vraiment pendant 1 mois
gratuitement toute la plateforme, voir comment est-ce qu'elle se comporte et comment est-ce que justement elle peut vous aider dans la pratique de tous les jours. Voici ce que je peux dire d'ores et déjà. Et puis vous dire merci. Je vais mettre le lien dans le, je vais mettre le lien et les contacts dans le chat pour que toutes ces personnes qui seraient intéressées puissent tester elles-mêmes la solution et voir comment ça se comportait. Merci à vous et puis bonne rupture des jeunes pour certains. Merci beaucoup. Je vais juste rebondir sur très très bonne remarque. Donc au niveau concernant la plateforme, sur la partie token, effectivement, sur la partie token et incitation, il faut que ça soit encadré d'un point de vue réglementaire et éthique, et surtout faire en sorte qu'il y ait le périmètre qui ne rentre pas en confrontation avec justement les interdictions liées au secteur de la santé. Donc ça, c'est des éléments qui sont assez importants. Mais on a travaillé sur ces sujets-là par ailleurs, sur la partie justement incitation et les discussions. En fait, l'enjeu était surtout sur le périmètre qu'il fallait définir pour que ça puisse être euh, positif pour l'écosystème. Et l'autre élément, c'était que le fait de présenter la solution, l'approche, c'est de pouvoir le remonter, pas forcément l'appliquer, mais le remonter comme possibilité auprès des autorités pour voir, parce que ce qui est interdit aujourd'hui n'est pas forcément interdit demain. Donc, à voir si c'est validé d'un point de vue éthique et par les pairs, donc par les médecins, par le professionnel de la santé, par les décideurs politiques. C'est généralement au cas par cas. Mais on en a pas mal discuté parce que c'est des protocoles et des schémas qui ont été mis en place. On a dit, on y a travaillé personnellement dessus. Moi, j'ai travaillé sur ce schéma-là, mais c'était plus sur les poches de sang. Donc c'était pour les poches de sang, donc pour inciter les dons de sang, etc. Donc c'était le même schéma avec des incitations, etc. On l'a fait pareil pour l'agriculture. Donc pour ce qui est des professionnels de santé, la technologie, entre guillemets, elle existe. Pour les incitations, il faut trouver simplement enfin, faut déjà voir si, un, cela peut être pertinent, deux, si c'est validé, si ça peut être validé par les pairs, avant même du cadre réglementaire. Et derrière cela, trouver le bon périmètre applicatif, tout simplement. Mais les remarques sont très très pertinentes. Le plus important là-dessus, c'est vraiment, un, d'être en phase avec la réglementation et d'être, deux, utile pour l'écosystème, la communauté, la famille, comme disait le professeur Poix, et donc d'échanger là-dessus. Donc, merci beaucoup. Merci et bonne soirée à tout le Bonne monde. soirée. Bonne rupture des jeunes. Merci et bonne soirée déjà à Au tous. revoir. Au revoir.